Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce pour l'actualité crypto numéro 9 déjà. Et comme d'habitude, nous allons faire le point sur le VeChain, sur l'application VV et derrière, bien sûr, l'entreprise Ecomi et la crypto Omi, qui est la centrale, crypto centrale de l'application VV. Nous allons parler également un petit peu du Terra classique, faire le point sur où on en est aujourd'hui, et également faire le point sur des petites nouvelles de Polkadot qui semblent très rafraîchissantes dans cet hiver crypto où on n'en voit plus la fin. Et bien sûr, comme d'habitude, en fin de vidéo, on verra les actualités crypto-monnaies du moment qui sont basées plutôt sur la régulation, mais pas que crypto. Je trouve que c'est là où c'est intéressant qu'on va pouvoir faire le lien entre l'aspect économique normal, traditionnel, global et l'actualité crypto-monnaie qui est quand même quelque chose de toujours à part. Voilà, mais bien sûr, avant tout ça, alors pour commencer par le VChain, j'ai trouvé, donc là je suis sur, comme d'habitude sur le Twitter de la VChain Fondation où on a un petit quand même message de Sunny Lu, le PDG justement de cette fondation, qui a voulu laisser entendre qu'il aimait beaucoup les bullrun et on comprend très bien parce que tout le monde aime le bullrun, mais il aime également le bear market. On va voir pourquoi et comment You dans... know, the bull market is very nice. You know, people are really cheering about the pricing up, you know, cheering about the wealth accumulations, all of the things. But I would say I even like the bear market better from a builder point of view. Less noise. You can spend more time. You can more concentrate on building. So honestly, it's just you know, if you believe this technology by your heart, so just forget about the noises and focus on building, and eventually it will be paid off. Voilà. Donc, je pense que je vais faire bien sûr la traduction, hein. Grosso modo, donc le PDG Sunny Lu, c'est le PDG de la fondation VeChain derrière la crypto-monnaie VeChain. Et donc lui, ce qu'il indique dans son tweet, c'est qu'il adore bien sûr les bullruns comme tout le monde, parce que on a une accumulation des prix, les prix vont en monte, forcément les investisseurs s'enrichissent, les entreprises crypto s'enrichissent également, mais il préfère encore plus, lui, en tant que chef d'entreprise crypto, le bear market, parce que dans ce bear market, il y a moins de bruit, il y a moins de concentration des médias et donc il peut construire en fait. C'est-à-dire que c'est la meilleure période pour lui pour construire la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain à condition qu'on y croit réellement de tout son cœur. Il a dit, il a mis ça. Voilà. Et je trouve que c'est très bien résumé le contexte aujourd'hui et les problèmes également que posent les cycles de bull run et bear market. Alors pour rappel, un bull run, c'est une montée parce que les cycles du Bitcoin, les cycles des cryptos se déroulent en 4 ans, sont découpés de 4 ans par 4 ans. Et donc, euh, sur ces cycles de 4 ans, vous avez 2 ans de bull run, c'est-à-dire de montée des prix, dû à un événement, c'est le halving. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le halving, mais je vous invite, j'en parle dans beaucoup de vidéos si vous ne savez pas ce que c'est. Et vous pouvez taper sur Internet également si vous voulez savoir ce que c'est. Mais c'est lié au Bitcoin. Et donc, à partir du moment où il y a le halving, ensuite, on a 2 ans de bull run. Et une fois qu'on a atteint le pic, on a toujours 2 ans de bear market, c'est-à-dire d'hiver crypto, on a les prix qui chutent. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé là aujourd'hui, nous sommes officiellement en bear market depuis un petit moment, hein, quelques mois, et depuis que le Bitcoin a atteint son pic à quasiment 60 000 dollars. Et depuis, on a les prix qui baissent. Et c'est vrai que c'est historique, c'est-à-dire c'est là où on peut dire le problème de ce cycle-là, c'est que en fait, les investisseurs débutants dans le milieu de la crypto-monnaie qui ne connaissent pas ces cycles-là se font systématiquement avoir à tous les bullruns de Bitcoin, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'intéressent au Bitcoin au moment où on en parle le plus, au moment où les prix montent, et donc ils investissent au moment en fait où c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que alors que le bear market, justement l'hiver crypto, c'est le moment où les gens en parlent aussi le plus, mais de façon négative, où les gens, où il y a le moins d'investisseurs,
où tout le monde dit la crypto va mourir, alors que c'est le moment précisément où vous avez des projets qui justement ben, développent à toute vitesse leurs jalons d'avancement de projet. Vous avez de la naissance de nouveaux projets parce qu'il y a moins de bruit, on entend moins parler, et donc du coup, la lumière se fait sur ces projets-là en plein bull run, mais c'est au moment où justement c'est trop tard parce que les investisseurs qui s'y connaissent ont investi dans ces projets-là avant tout le monde, quand les prix étaient au plus bas, et quand vous avez tout le monde qui s'y intéresse, et notamment les médias, eh bien, les prix ils explosent très vite, et donc c'est trop tard pour vraiment avoir le temps, même psychologiquement, de faire une stratégie. Voilà. Et lui, en tant que chef d'entreprise, Tony Lu, il le résume très bien à travers lui, sa casquette, on va dire, plutôt de l'autre côté de la barrière, il construit le projet. Eh bien, c'est le moment idéal pour construire la technologie sans que tout le monde soit euphorique ou demande des comptes. Enfin, voilà. Et il disait donc à travers ce message, n'écoutez pas les bruits dans le bear market. En gros, hein, si vous croyez vraiment à la crypto-monnaie de tout votre cœur, au projet de tout votre cœur. Et c'est toujours pareil. Quand on ne connaît pas la crypto-monnaie, avoir une chute du Bitcoin de 60 000 dollars à 10 000 dollars quasiment d'un coup, quelques mois, ça fait très peur. Et donc ça, beaucoup d'investisseurs débutants disent la crypto-monnaie, bah, du coup c'est de la daube, on n'en parle plus, on s'est fait avoir, et voilà. Sauf qu'ils passent à côté de l'essentiel au niveau de la technologie derrière la crypto-monnaie, qui est la blockchain. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, sinon je vais passer des heures. Donc déjà voilà, c'était un message quand même assez intéressant et aussi plein d'espoir malgré tout intrinsèquement parce que il dit pas c'est la fin du monde. Hein. C'est la VCN Foundation et tous les autres projets crypto, ils continuent à avancer en jalon et on va voir aussi précisément pourquoi et comment. Toujours avec le VCN, là j'ai un autre tweet qui est très intéressant, c'est ce tweet-là de la CTI qui indique, donc c'est un Eisenreich, voilà, c'est un personnage connu dans le milieu, parce qu'il a 27 000 followers dans le milieu du VeChain, il aime beaucoup le VeChain. Il a indiqué que effectivement le V-Carbone, alors V-Carbone, on va voir ce que c'est, a récemment reçu la certification de la CTI. La CTI, c'est quelque part un organisme qui audite justement les entreprises, les outils liés à l'émission de carbone, au management, qui permet de réduire les émissions de carbone. Et donc, ça veut dire que V-Carbone a reçu cette certification, c'est quelque chose de quand même d'assez reconnu dans le monde et qui est une bonne chose pour l'application, enfin pour la blockchain VeChain, tout simplement parce que V-Carbone est un outil euh, au sein de la blockchain VeChain, de la VeChain Foundation. Et donc en fait, pour parler du V-Carbone, ce que c'est précisément, c'est surtout centralisé pour le moment en Chine et notamment sur le secteur de l'alimentaire. Et donc, il a été créé par une vingtaine d'experts, hein, si je vous résume la chose. Et pour l'instant, il est basé surtout, il est focus sur la stratégie de neutralité carbone de la Chine. Donc là, récemment, on a eu la COP27. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo sur la COP27 qui est juste là, qui était une vraie blague, hein, comme d'habitude. Et ce que je trouvais intéressant à travers cet outil-là, c'est qu'on a un véritable combo entre la technologie blockchain de transparence, de données data, etc., et un objectif derrière de data pour améliorer justement la réduction des émissions de carbone. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et par exemple, un outil comme ça, il devrait être forcément à la COP27. Enfin, personnellement, je me dis, un outil comme ça, il faut en parler dans les COP27 ou, ou dans les trucs même plus sérieux que la COP27. Mais voilà, on trouve quand même qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a des outils qui sont en train d'émerger et qui permettent vraiment d'améliorer les réductions d'émissions de carbone. Et donc là, donc je vous dis un peu application scénario, donc là pour l'application de la VChain un V-Carbone. Donc déjà, il y a le management carbone de la supply chain pour l'alimentaire. Donc c'est quelque chose qui est focus sur la logistique, la supply chain, la méthodologie également qui permet bah, d'améliorer les process en interne dans les entreprises pour réduire justement les émissions de gaz à effet de serre. On a également les services de management sur tout ce qui est autour des émissions de carbone. Donc avec la qualité, le service qualité
Vous avez la traçabilité, la méthodologie dans la quantité de données carbone, parce que le problème aujourd'hui des entreprises, c'est qu'elles ne savent pas. On leur demande d'agir sur leurs émissions de carbone sans qu'elles sachent elles-mêmes combien elles émettent au niveau carbone et qu'elles n'ont même pas les outils pour mesurer leurs émissions de carbone. Elles n'ont ni les moyens. Et elles n'ont peut-être pas forcément l'envie en plus. Enfin, voilà, et donc V-Carbone, eux, permet justement d'être l'outil qui permet aux entreprises, pour l'instant en Chine, hein, mais ça va peut-être, à mon avis, ça va se répandre, euh, justement aux entreprises de mesurer leurs émissions de carbone. Ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez voilà, Carbon Footprint Label. Donc, ça veut dire que vous avez même un label Green Eco Marketing. Ça veut dire que plus il y a d'entreprises qui joignent ouais, euh, l'écosystème, et plus vous avez de data au niveau des émissions de carbone. Et donc l'objectif de V-Carbone, c'est en fait de même donner des labels à ces entreprises qui utilisent le V-Carbone pour dire, ben voilà, entreprise utilise le carbone, elle a un label où elle est basée sur... elle lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc derrière, en plus en Chine, vous avez un système de crédit carbone, où les entreprises qui sont les mieux classées en termes d'émissions, enfin, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont récompensées financièrement. Voilà. Bon. Et donc tout ça, c'est quand même assez, on voit que c'est quand même assez dynamique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et là, c'est un outil quand même assez puissant. Donc je trouve que c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, par exemple, à la COP27. Ou alors là, je parle du VTL, mais après il y a d'autres outils dans le même gabarit et que voilà, que ça c'est un outil concret, c'est pas du blabla. Bon. Sur ce, voilà pour le lever de chaîne, à l'actualité du dernier moment de fin 2022. Je vais passer maintenant à l'application VV, comme vous savez, donc avec les collectibles 3D. Je suis sur le compte de VV Digital Collectibles, comme vous pouvez le voir là, comme d'habitude. Donc déjà, ils ont 234 000 followers quand même, c'est pas mal. Donc là, je vous ai montré un tweet où vous avez en fait la mise à jour de l'avancement des jalons de l'entreprise Ecomine, derrière le développement de l'application VV, pour novembre-décembre. Ils ont fait les deux. Est-ce qu'il y a vraiment, là, ils ont envoyé du pâté, les mecs, parce que il y a pas mal d'avancées, pas mal de choses annoncées également, pas mal de visibilité, ça c'est très intéressant. Et ça revient dans ce que je vous disais pour le bear market, c'est-à-dire que c'est la meilleure période pour les entreprises pour se développer, parce qu'elles n'ont pas les investisseurs qui sont sur leur dos en train de leur dire allez, pourquoi nous on veut, voilà, on veut des comptes, etc. Parce qu'il y a moins de visibilité et que les gens sont un peu dégoûtés de la baisse des prix. Bon. Donc, ce qu'ils ont prévu déjà, premièrement, c'est merge de comptes, c'est-à-dire la fusion des comptes, parce que sur l'application VV, vous pouvez avoir plusieurs comptes, et donc, eh ben, ils mettent la fonctionnalité de pouvoir justement fusionner si on a plusieurs comptes. Ensuite, ils ont annoncé enfin que la sortie imminente de leur collectible, leur programme collector, c'est-à-dire un programme qui est vraiment très intéressant pour ceux qui ont beaucoup de collectibles 3D sur l'application VV, qui pourront être, qui pourront, accéder à des fonctionnalités quand même que les autres n'auront pas accès, euh, et qui pourront également monter dans les classements, gagner des points, et accéder à plus de fonctionnalités, à des drops spécifiques, etc. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai fait d'ailleurs dans mes anciennes actualités, je crois l'actualité numéro 6 ou 7, si je dis pas de bêtises, où j'ai précisé vraiment ce que c'était le collector programme. Et même, si vous voulez en savoir plus sur l'application VV, j'ai fait ici une vidéo spécifique pour expliquer vraiment ce que c'est. Bon, vous pouvez aller voir. Voilà. Ensuite, ils ont annoncé également le crypto pay-in, enfin, c'est-à-dire on va pouvoir maintenant acheter bientôt des collectibles 3D via des crypto-monnaies, notamment le OMI. Donc c'est une bonne chose parce qu'on aura aujourd'hui ce qu'on pouvait faire, c'était uniquement payer via les monnaies fiat en euros ou en dollars. Euh, Payer des gemmes sur l'application VV à travers nos iPads ou iPhone ou smartphones. Et donc, c'était assez contraignant parce qu'on ne pouvait pas utiliser nos crypto-monnaies de notre côté. Donc, c'est un peu dommage.
Et là, ce sera plus le cas parce qu'on pourra payer en crypto-monnaie. Ensuite, il y a un mécanisme de burn qu'ils ont mis en place, donc enfin, qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ça y est, alors, le mécanisme de burn, pour vous rappeler, c'est pour faire réduire le nombre de tokens omis en circulation. Pour rappel, le token OMI, c'est justement la crypto-monnaie interne de l'application VV. Et en fait, c'est le gemme que je vous dis. Donc, un gemme est égal à 1 $. Donc, quand vous achetez des collections 15 gemmes, en fait, vous payez 15 $ sur l'application VV. Mais derrière, ce ne sont pas des gemmes. En fait, vous achetez réellement du OMI. Voilà. Et à chaque fois que vous achetez du OMI et que vous achetez ensuite des collectibles 3D sur l'application VV, vous brûlez des tokens OMI que vous avez achetés. Une partie en tout cas. Et donc l'objectif, c'est que là, à travers ce qu'ils disent dans leur communiqué, c'est qu'ils vont accélérer ce mécanisme de burn de façon à continuer à satisfaire la communauté qui a investi dans le token OMI à part, parce qu'il est possible d'acheter le token OMI uniquement enfin, séparé de l'application VV. Hein. Et donc, ce token OMI a une valeur spéculative et il descend et il monte au niveau des prix. Et donc, l'objectif de la communauté des investisseurs, c'est de voir ce token OMI partir à la hausse. Et j'imagine que c'est aussi le but de l'entreprise à terme. Donc, ils ont mis en place des systèmes des partenariats avec les licences qui ont créé les applications de leur côté, mais qui utilisent la blockchain de l'application VV, sur laquelle est basée l'application VV, et le token OMI du coup, et se servent du OMI pour leurs achats in-app. Et donc ça va permettre de brûler encore plus vite du OMI pour faire monter, on espère, les prix du token OMI. Voilà. Ensuite, ils ont annoncé le Gems Payout Threshold, si je dis bien, avec l'accent. Eh bien, c'est-à-dire ils ont annoncé que maintenant on va pouvoir retirer et convertir ces gemmes de l'application VV en euros ou en dollars, suivant où vous êtes. Et donc, c'est très bien parce que ça a été, ça, c'est annoncé pour fin décembre. Donc, c'est vraiment imminent. Et par contre, c'est limité à 500 gemmes. Vous ne pourrez pas retirer par exemple 400 gemmes et convertir en dollars ou en euros. Ce sera vraiment limité à 500 gemmes. Et espérons qu'il baisse au fur et à mesure le plafond, puisque au préalable, c'était 1000 gemmes il y a encore quelques mois. Voilà. Ensuite, point le plus intéressant de ce communiqué, c'est bien sûr le VVverse. Le VVverse, voilà, il y a une démo qui a été sortie là, que je vous ai d'ailleurs mis dans la dernière actualité crypto numéro 8, je crois. Et je vous ai montré une démo justement de ce VVverse. Et je vous invite à revoir, hein, bien sûr. Donc très prometteur, effectivement. Ils ont également prévu la phase 1 de ce VV-Verse pour le premier trimestre 2023. Donc là aussi, c'est imminent, dans quelques mois, s'ils n'ont pas de retard entre-temps. Et donc, c'est quand même assez prometteur sur le papier ce qu'ils nous annoncent. Et donc, après, bon, après c'est plus des giveaways, bon, on s'en fout. Bon, voilà. Mais en tout cas, on voit bien que là, ils ont mis un coup d'accélérateur au niveau de l'entreprise des commis, hein, enfin, les personnes derrière VV et que nous, en tant qu'utilisateurs de l'application VV, eh bien, on est très, quand on voit ça, on est vraiment très satisfait de voir que les choses avancent. Et dans ce contexte, encore plus de bear market. Bon. Maintenant, on va moins sympa, on va parler du Luna classique. Luna classique, eh bien, peut-être c'est un peu au point mort, hein, pêcheur. Donc, il continue de développer un tas rebelle, la communauté, enfin, les développeurs de la communauté continuent de travailler sur les implémentations de Burn, sur la blockchain du Luna classique, mais en tout cas en termes de Burn, parce que l'objectif de base c'était de brûler le plus possible de Luna classique pour faire justement baisser la supply enfin, de volume total de Luna classique et donc faire monter les prix. On espérait à 1 $ pour les derniers investisseurs. Mais pour l'instant, il faut forcer le conseil que ça marche pas trop. Parce que là, on a un burn total de 0,5% du total supply. Je rappelle qu'il y a 6 000 milliards de tokens en circulation du Luna classique. Et bien pour l'instant, il n'y a que 36 milliards qui ont été brûlés. Voilà, donc en quelques mois, donc c'est très lent. Et à ce rythme-là, il faudra plusieurs années, voire une dizaine d'années, pour brûler et pour revenir au supply initial de Luna classique, qui justement avait vu les prix monter à 1 $, 10 $, même 100 $. Voilà. Mais là, on est très loin.
Donc il va falloir prendre son mal en patience, les amis, ça c'est sûr. Bon, ensuite, je vais pas m'attarder là-dessus, vous passez au Polkadot. Et là, Polkadot, on a aussi un point très intéressant. Je suis sur du coup le Twitter de Polkadot. Et là, on a Dan Risser donc je vous traduis en même temps, qui a fait un tweet. Donc, il a dit la mise à jour d'une blockchain entière sans faire un fork, c'est-à-dire sans créer une autre blockchain par rapport à la première blockchain, et bien avec un simple clic d'un bouton, donc de la souris, via un vote de gouvernance, c'est-à-dire via un vote de la communauté, eh bien, ça arrive désormais fréquemment, c'est la routine. Très bien, hein. Mais il rajoute seulement sur Polkadot. Hein. Donc là, on voit bien que c'est aussi le message à vous faire passer, c'est que on voit qu'il y a, là on est en bear market, on voit que la différence entre les projets solides et les projets faibles, c'est que les projets solides survivent. Mais ils survivent pas sans raison. Ils survivent parce qu'ils ont une fonction vitale. Après, dans le marché des crypto-monnaies, et s'ils ont une fonction vitale dans le marché des crypto-monnaies, c'est qu'ils débordent de ce marché-là pour mettre leurs tentacules, si je peux vous dire, même dans le marché économique traditionnel. C'est le cas par exemple du VeChain. Comme vous pouvez le voir, le VeChain, des utilités dans le réchauffement climatique. Enfin, en tout cas, ce que je vous ai montré aujourd'hui, mais il a également une utilité dans la supply chain des entreprises. C'est pour ça qu'il y a des partenariats justement avec parmi les plus grosses entreprises dans le monde. C'est pas pour rien. Voilà, on a le VV, l'application avec les collectifs 3D qui touche le divertissement, les NFT, et donc qui fait vibrer quelque part les gens dans le monde qui sont fans des Marvel, des DC Comics, etc. Parce que l'application VV a des partenariats avec ces licences-là qui sont très importantes, très grosses, etc. Et là, on parle par exemple du Polkadot. Et le Polkadot, eux, en fait, ils sont un ovni en termes de technologie dans les blockchains. Parce qu'on voit bien que là, Dan Risser en a rajouté un petit peu un bout sur le Polkadot en disant qu'effectivement on peut faire juste avec un clic, on peut changer en fait toute la constitution d'une blockchain, mais en fait ça se fait pas comme ça. Et là ça rappelle aussi que le Polkadot est un layer 0 à la base. Et donc un layer 0, c'est une couche, c'est une définition d'une couche de blockchain en fait qui représente les fondations des blockchains. C'est-à-dire qu'avec le Polkadot, vous avez des outils pour les développeurs qui permettent de créer des blockchains carrément. Donc en fait, à partir du Polkadot, on peut créer d'autres blockchains. Et d'ailleurs, je rappelle un peu ce que je vous montrais dans une ancienne vidéo, l'actualité numéro 8, je crois aussi, où je l'ai mis. Eh bien, on a une explosion de l'activité des développeurs sur le Polkadot depuis sa naissance. Et là, le Polkadot fait partie du top 3, si je dis pas de bêtises à vérifier, des blockchains les plus utilisées au monde en termes de développement d'applications par les développeurs. Et c'est peut-être pas pour rien, c'est justement parce qu'il y a une utilité. Et donc c'est pour ça que la solidité d'un projet, c'est très important, encore plus dans un bear market. Et si un projet solide survit à un bear market, il y a toutes les chances que durant le cycle de bull run de montée des prix, eh bien justement, les prix explosent pour ces projets-là, parce que juste le fait d'avoir survécu, eh bien, ce sera déjà tout un quelque chose, quoi. Voilà. Bon, petite parenthèse. Maintenant, je vais parler aux actualités crypto plus générales. Donc, c'est parti. Là, je suis sur Coin Tribune. Et j'ai un article, c'est ça va secouer le titre, hein, mais Binance ne sombrera pas, dit CZ. Effectivement, CZ, c'est Changpeng Zhao, le PDG de Binance, la plateforme exchange numéro 1 dans le monde. Effectivement, depuis quelques temps, il y a eu des rumeurs donc, sur Binance, comme quoi il y avait peut-être des problèmes de fonds de réserve. Enfin, c'est vrai que depuis l'affaire FTX, la plateforme qui a coulé, eh bien, il y a une vraie perte de confiance de la part des investisseurs, des clients crypto dans les plateformes exchange centralisées, notamment même Binance, qui malgré ses preuves de réserve, malgré les preuves via les audits, parce que là récemment il y a encore un audit qui a publié que Binance était bien différent de FTX en termes de réserve financière de valeur.
Et donc, CZ, le PDG de Binance, dit eh oh, tout ça va aller, le bateau il va être secoué dans la tempête, mais il va pas couler. Donc, ce que je vous disais encore, c'est que si une entreprise crypto et si un projet crypto survit au bear market, il y a de grandes chances qu'il survive encore par la suite. Voilà. Et là, ça va être d'autant plus intéressant que je rappelle que Binance est une entreprise crypto très récente. Et je crois que c'est peut-être son deuxième, si je dis pas de bêtises, c'est soit son premier, soit son deuxième bear market. Voilà, donc comme elle est très récente, ça va être très intéressant de voir justement le comportement de l'entreprise Binance sur ce bear market, voir si elle va survivre ou pas. C'est intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a moins d'alertes que c'est sûr hein, que FTX. Eux, FTX, première brise, boum, ils se sont mis KO. Mais là, Binance, c'est quand même pas le cas. Ils sont déjà beaucoup plus solides parce qu'ils ont une stratégie ils sont même surcollatéralisés. J'ai vu. Ça veut dire qu'ils ont plus d'argent pour protéger l'argent des investisseurs que l'inverse. Et FTX, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient utilisé l'argent des investisseurs pour investir d'autres. Donc, ils avaient des manques de liquidité. Ils n'avaient plus d'argent quand les utilisateurs ont retiré en masse leurs fonds. Eh bien, FTX s'est retrouvé sans liquidité. C'est pour ça qu'ils ont coulé. Or, c'est l'inverse pour le cas de Binance qui semble surcollatériser, c'est-à-dire que même si tous les utilisateurs de Binance retireraient leurs fonds, eh bien, Binance aurait encore de la liquidité. Donc, elle ne pourrait pas faire faillite. Voilà. Même si elle baisserait en termes de valeur, de capitalisation, etc., elle ne ferait pas faillite. Donc, c'est en tout cas ce que voudrait expliquer le PDG de Binance, et ça se tient en tout cas. Voilà. Mais après, bien sûr, on ne sait pas, on n'a pas les preuves, on n'a rien. Si ce n'est l'audit de réserve de valeur de Binance, qui est quand même rassurant. Voilà. Mais je continue. Là, je suis sur Cryptost, un article. Et donc là, c'est l'Union européenne va limiter les paiements en espèces à 10 000 euros. Donc là, c'est intéressant aussi parce que c'est pas un contexte crypto, mais c'est dans le contexte du cash. Et et là, on voit bien qu'on est dans un contexte de plus en plus dans la régulation et pas seulement crypto. Parce que limiter les paiements en espèces à 10 000 euros, ça veut dire que là, on commence vraiment à nous réguler dans tous les sens. Voilà. Et le fait de réguler ça, ce que je trouve encore plus fort, c'est que c'est au même moment, l'Union européenne veut taxer le monde entier. Enfin, et donc réguler également le monde entier. Et c'est vrai que là, on a un vrai, pas combat, mais paradoxe, parce que on a les autorités financières dans le monde qui commencent à parler de plus en plus de régulation crypto, de régulation tout court. On a l'émergence, je rappelle, des CBDC numériques, c'est-à-dire les monnaies numériques comme l'euro numérique, le dollar numérique. Maintenant, on a même le Brésil qui veut s'y mettre avec la CBDC du Brésil. On a le yuan numérique, on a même le rouble numérique qui est en cours. On voit bien que les gouvernements se jettent là-dessus. Et par contre, ils mettent en parallèle les crypto-monnaies qui sont des monnaies numériques, qui ont le même principe que c'est justement ces monnaies fiat numériques qui sont en train d'émerger, mais ils font tout pour les réguler, pour les taxer, pour même les critiquer. Notamment, on pense à Christine Lagarde qui considère que le Bitcoin n'est pas une monnaie, que les crypto-monnaies, limite, ça ne devrait pas exister, que c'est insignifiant. Il y a encore un tweet de la Banque Centrale Européenne récemment qui a dit que les crypto-monnaies étaient sur la voie de l'insignifiance. Voilà, pour répéter vraiment mot pour mot ce qu'ils ont dit. Et en parallèle, ils nous balancent leur monnaie numérique à la tête. Donc on voit bien qu'en fait les gouvernements, comme je le répète, hein, je répéterai toujours, eh bien, ils se sont inspirés des crypto-monnaies, de la blockchain, qui je rappelle est un outil très puissant dans la traçabilité et le contrôle des données numériques. Euh, Ils veulent les mettre en place pour leur banque centrale, mais derrière, ils veulent dégager les crypto-monnaies qui font maintenant de l'ombre à leur pouvoir quelque part, puisque je rappelle que les crypto-monnaies sont décentralisées par nature. Et oui. Et par contre, les CBDC, elles, sont centralisées par nature. Voilà. Et donc, il y a vraiment un paradoxe qui se fait là-dessus.
Et encore plus quand on voit, là je suis sur un Euronews, un article, donc qui est Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement, vous en avez forcément entendu parler, européen, visée par une enquête pour corruption. Donc elle a été arrêtée, elle est en tôle, hein, la nana là, en ce moment, vice-présidente du Parlement européen, affaire de corruption, soupçonnée d'avoir touché de l'argent. Alors c'est un soupçon, mais bon, elle est quand même ils l'ont quand même pris en flagrant délit, hein. Donc elle avait de l'argent chez elle, elle avait 1 million de dollars chez elle, son copain aussi. Enfin, voilà. Donc pendant qu'on nous met, qu'on nous pond, nous les citoyens, on nous pond des règles dans tous les sens, 10 000 euros en cash, les crypto-monnaies, c'est décentralisé, c'est bien, mais vous n'avez pas le droit de les utiliser, du moins on met de plus en plus de restrictions. Bah, derrière, eux, ça va, ils se mettent bien. Elle avait 1 million de dollars en cash, hein, donc les 10 000, voilà, 1 million, c'est pas 10 000, hein. Et on imagine très bien que c'est 1 million, elle devrait dépenser pour quelque chose, hein. Et oui, forcément. Et voilà, et ces gens-là, en fait, représentent nos dirigeants. Et en plus, ce qui est plus fort, c'est que Eva Kelly travaillait, c'est là pour ça que je la mets, hein, sur la loi MiCA ITRF, en tout cas la loi MiCA, c'est-à-dire justement le texte qui régule les crypto-monnaies. Donc ça, c'est magique. Donc on a des gens qui nous rédigent des lois et qui les respectent même pas eux-mêmes. Donc là, là, c'est le pompon, quoi. C'est le bouquet. Le bouquet. Ah, donc je voulais juste vous faire une petite conclusion comme ça, parce que je trouvais que c'était quand même trop fort et qu'ils sont quand même ils sont très bons pour nous pondre des lois, mais alors pour le respecter, déjà ils sont moins forts. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et puis sinon, bah, écoutez, moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt et ciao.